Bonjour Denise Brahimi, je suis vraiment très heureuse de t'accueillir aujourd'hui, d'autant plus que de nombreuses personnes nous ont écrit pour nous dire leur intérêt, d'abord pour ta personne, pour tout ce que tu as fait pour les études francophones et aussi pour le sujet que tu as choisi, c'est-à-dire la notion de l'enfermement. Donc, avant de commencer à discuter des deux livres qui vont aborder de manière à la fois thématique et méthodologique la notion d'enfermement que tu as décidé d'articuler à la topique de la grotte dans la littérature maghrébine, je vais dire juste deux mots de ta biographie qui est impressionnante. Tu es donc spécialiste des littératures francophones d'Afrique et du Maghreb. Et à l'origine, tu es agrégé de lettres classiques. Donc, tu nous diras peut-être comment une agrégée de lettres classiques a pu faire une grande partie de sa carrière sur les littératures francophones maghrébines. Mais je vais peut-être ajouter que c'est sans doute par le biais de la littérature comparée, c'est-à-dire par le comparatisme, que ton intérêt pour ces littératures dites francophones t'est venu. Je voudrais aussi ajouter que tu as fait une thèse qui porte sur les voyageurs du XVIIIe siècle et que tu as depuis, tu n'as jamais cessé d'interroger les catégories complexes d'Orient et d'Occident, comme par exemple dans ton ouvrage Qui a créé l'Occident, 19e et 20e siècle, qui a été publié dernièrement, d'ailleurs il y a 3 ans, en 2017. Mais tu as touché à beaucoup d'autres sujets. Tu as écrit sur le cinéma au Maghreb, sur les écrits de femmes Maghreb et Europe. Donc, tu as véritablement une dimension comparatiste très claire dans ta manière d'aborder les sujets. Euh, Aujourd'hui, donc, tu as décidé de nous parler en particulier de la notion de grotte et de l'enfermement, et tu as choisi deux de tes ouvrages. Il y a celui-ci, donc Algérie enfermement, littérature, cinéma et peinture, et puis tu as l'autre ouvrage que tu vas nous montrer peut-être, si tu l'as sous la main, sur les grottes. Voilà. Je mettrai à la fin de cet entretien une bibliographie filmée, voilà, avec les liens pour les personnes qui souhaitent acheter les livres. Donc, pourquoi cet intérêt d'abord pour les littératures francophones du Maghreb? Et ensuite, tu pourras nous parler directement de… Bon, je vais remercier très vite, beaucoup plus vite que je ne souhaiterais le faire, mais voilà, nous sommes obligés de nous limiter un peu. Et ce qui est important pour moi, bien sûr, c'est d'évoquer ces deux livres et pour commencer, d'évoquer également les deux éditeurs d'Alger qui courageusement se sont lancés dans cette aventure sans la moindre garantie, évidemment. Moi, je voulais vraiment que ces deux livres soient édités à Alger parce qu'ils sont entièrement consacrés à des problèmes qui concernent la société algérienne, à des individus, à des écrivains, etc., etc. Et pour moi, c'était très important et je n'avais pas vraiment, enfin j'ai déjà publié des livres en Algérie, et notamment autour de Tao Samouche, etc. Mais là, c'était surtout le deuxième, hein, sur l'enfermement, c'était vraiment des problèmes de psychologie collective touchant directement à ce qu'on appelle, on a pris l'habitude d'appeler l'algérianité, quoi que signifie ce mot, mais quelque chose qui touche autant qu'on peut, aussi profond que possible, à ce qui est spécifiquement algérien, et c'est pour ça que c'était bien que ce soit publié par des éditeurs algériens, me semble-t-il.
Mhm. Maintenant, en effet, mon intérêt n'est pas nouveau. Ça a commencé par les récits de voyage du 18e, mais beaucoup du 19e. Et aujourd'hui, j'espère vous parler en tout cas de l'un d'entre eux qui s'appelle Fromentin, parce qu'il Ah, y a un texte de lui qui me paraît fondamental pour comprendre cette notion d'enfermement. Mais, enfin, on ne va pas commencer par là. C'est simplement pour dire que oui, en effet, au départ, il y avait ces récits de voyage. Pourquoi? Parce que les voyageurs français ou même autres hein, au Maghreb, ben, c'était, comment dire, ils ont été à l'image de ce que moi j'ai été quand je suis arrivée en Algérie juste à l'indépendance. Donc, absolument pas des livres personnels de ma part, c'est-à-dire je ne parle pas de moi, dans ces deux livres que tu viens d'évoquer et qui se succèdent en effet à un an ou deux près. Le premier, c'est celui qui porte sur cette figure, cette image étonnante de la grotte, et c'est donc celui qui s'appelle Des refuges et des pièges, les refuges et les pièges désignant également les grottes dans toute leur ambiguïté. Et le second, dont je parlerai plus tard, parce que je crois que pour plus de simplicité, je vais distinguer les deux pour le moment, le second a été publié un an ou deux après, c'est celui qui s'appelle Algérie enfermement. Tout ça remonte donc à notre siècle actuel, bien sûr, et à un petit nombre d'années finalement, c'est-à-dire 2013, 2014, et au même moment, il y a eu un livre, alors celui-là, pas du tout de moi, un roman algérien qui a beaucoup compté, dont je parlerai bientôt, et qui est exactement entre les deux. Donc voilà, c'est un concours de circonstances qui fait que, un certain temps après la terrible et redoutable décennie, tout le monde sait de quoi je veux parler, euh, voilà, on commence à prendre un peu de recul et à essayer de comprendre ce qui, dans le comportement des Algériens, dans ce qu'ils écrivent, dans leur production artistique, renvoie peut-être et sûrement même aux circonstances actuelles, contemporaines, mais aussi ce qui euh, remonte beaucoup plus loin dans le temps. Alors, beaucoup plus loin, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ça peut vouloir dire à l'indépendance et aux années qui ont suivi. Ça peut vouloir dire à la conquête et aux années qui ont suivi. Et ça peut vouloir dire beaucoup plus loin, puisque à un moment donné, je fais sa place à une grande dame qui nous a appris beaucoup de choses sur l'Algérie et les Algériens, à savoir Germaine Tillon. Donc, avec elle, on va même remonter jusqu'à la préhistoire, en tout cas au néolithique. Donc, il est clair que nous allons balayer tout un espace et toute une durée, et que, voilà, ce ne sera que des aperçus, des idées lancées, des hypothèses, des interprétations qui sont peut-être jugées hasardeuses. Néanmoins, on va se lancer dans l'aventure. Oui, c'est d'accord? d'accord. Ok, très bien. Deux de ce diptyque. Le premier, c'est celui qui porte sur la figure de la grotte. Et cette figure de la grotte, elle m'intéressait parce qu'elle appartient à plusieurs domaines. Elle est évidemment une réalité physique et géographique très importante en Algérie, où il y a beaucoup de grottes, mais elle est également une réalité historique, et je serai amenée à vous en donner un ou deux exemples. Et puis, elle est une réalité symbolique, et c'est sur ce symbolisme en liaison directe, vous voyez, il y a un caractère vraiment fusionnel des réalités physiques, des réalités appartenant à un certain nombre de sciences, comme la géographie déjà évoquée, et plus globalement tout ce qui est du domaine de l'anthropologie, et puis une sorte de lien avec la puissance de suggestion des grottes et le caractère symbolique
que je ne suis pas la première à avoir ressenti ou suscité, parce qu'en fait, mon point de départ est un texte que je trouve tout à fait intéressant et dont je n'ai pas hésité à m'inspirer. C'est un texte du grand Jacques Berck, donc je crois on peut s'en inspirer sans risque de se tromper. Et ce à quoi je pense, où il est question de cette figure de la grotte, se trouve dans un de ces livres qui a été écrit juste au moment de l'indépendance, en 1962, qui s'appelle Le Maghreb entre les deux guerres. Donc il est remonté dans le temps jusque entre les deux guerres pour essayer de comprendre cette histoire d'enfermement, parce que lui aussi, c'est de cela qu'il parle. Mais l'intérêt de Jacques Berck, c'est qu'il est un personnage multiple, qui joue sur de très nombreuses formes de savoir. Il aime beaucoup la littérature, alors qu'il est anthropologue, sociologue, historien, etc. Et le point de départ de ce qu'il dit dans le livre que je viens de citer, à propos des grottes, donc c'est une rencontre qu'il a faite et qui a été pour lui très fructueuse avec Kateb Yassine, que bien entendu il connaissait parfaitement bien, en tant que, je veux dire, lecteur de l'œuvre de Kateb, mais qu'il n'avait jamais rencontré autant que à ce moment-là, plutôt vers la fin de la guerre, il se rencontre à Tunis, à l'occasion, je crois, d'un spectacle qui était donné d'après l'œuvre de Kateb Yassine. Et alors, Jacques Berck trouve tout ce que lui dit Kateb passionnant, et Kateb a justement beaucoup de choses à dire sur les grottes. Alors peut-être qu'on va expliquer ça tout de suite, pourquoi cette image de la grotte est si importante dans l'œuvre de Kateb à plusieurs moments. Alors, notamment parce que dans son œuvre majeure, celle que tout le monde connaît ou est supposé connaître, à savoir Nedjma, qui a été écrite juste au début de la guerre d'Algérie, il y a une grotte qui est très importante parce que c'est là que Nedjma elle-même a été conçue par sa mère, qui était une Française, et par un père ou des pères, je ne sais, personne ne peut beaucoup s'avancer là-dessus, mais quoi qu'il en soit, cette grotte a un rôle qu'on peut appeler matriciel si on se rapporte à ce qu'il en est de la matrice où l'enfant, l'embryon commence à se développer, et en ce sens-là, la grotte de Nedjma, elle est vraiment absolument centrale. Donc c'est là que un père qui est peut-être le père de Rachid, qui est peut-être un certain Simortar, qui est un personnage tout à fait étonnant et haut en couleur, a donc engendré Nedjma avec sa mère. Alors, vous voyez pourquoi la grotte est vraiment au centre de cette histoire, parce que c'est une grotte assez mystérieuse. On sait qu'elle n'est pas loin de Constantine, mais on ne sait pas grand-chose sur elle. Et Kateb Yassine s'en à partir du deuxième livre, celui qui s'appelle Algérie enfermement. Et j'ai fait allusion au fait que j'ai pensé à cette notion d'enfermement et à toute son ambivalence à partir de la lecture d'un livre tout à fait récent, qui est un livre qui s'appelle Alger le cri, d'un romancier algérien contemporain qui s'appelle Samir Toumi. Et ce livre m'avait amusé, je vais vous lire juste une phrase ou deux de ce que j'avais écrit en 4e de couverture, parce que j'avais trouvé qu'on pouvait se permettre un peu d'humour à propos de ce que je raconte, et qui est l'exemple même du rôle, d'une manière de vivre très ambivalente de la plupart des Algériens, qui d'une part sont affolés à l'idée de l'enfermement, veulent partir à toute force, etc., etc., mais qui, d'autre part, ont une espèce de besoin extraordinaire de repli sur eux-mêmes et de retour aussi fréquent que possible sur leur base, c'est-à-dire à Alger. Alors, ça donnait ça, c'est quelques lignes, c'est voilà.
en Algérie, qui sont donc la quatrième que j'avais écrite pour la quatrième de couverture. En Algérie, tout le monde se plaint d'étouffer et dit son désir d'aller voir ce qui se passe ailleurs, quoi qu'il en soit, mais en même temps, dès qu'ils sont loin de chez eux, ces mêmes Algériens ont envie d'y revenir et se sentent orphelins de leur pays, etc. Et c'est exactement ce que raconte comme l'expérience vécue par son héros, c'est-à-dire grosso modo par lui-même, hein, dans le livre de Samir Toumi, l'ambivalence du rapport à l'enfermement. À la fois, on le déteste, on se débat contre l'enfermement, mais quelque part, on y aspire très profondément. Et c'est à cause de cette ambivalence que ça m'avait paru valoir la peine de regarder les choses de plus près. Et ça me paraît là, alors, remonter au moins pour le coup, sans aller chercher ailleurs, au début de première décennie de la conquête de l'Algérie par les Français. Si je dis cela, c'est parce que je m'appuie sur ce récit de Fromentin. Fromentin a écrit au moins 2 grands récits sur l'Algérie. Celui dont je parle s'appelle Une année dans le Sahel. Bon, il y a une longue histoire, mais il l'a écrit pas très longtemps après, disons, au moment où la prise d'Alger revient une réalité vécue par les Algériens. C'est plus le stade de la guerre, c'est le stade où, objectivement, Alger est une ville conquise. Et à ce moment-là, l'enfermement que décrit Fromentin, chez quelques-uns de ceux qu'il connaît, qu'il aime et qu'il va voir chaque jour depuis sa maison qui est à l'extérieur, dans le Sahel, un peu dans le Sahel d'Alger. Mais chaque jour, il va se promener dans la vieille ville. Il y a eu pendant longtemps Alger un endroit qu'on appelait le Carrefour Fromentin parce que c'est un endroit qu'il a décrit. Et là, il les voit, ces Algériens, qui se sont réduits, enfin, dans un confinement absolument volontaire et en même temps obligé, qui est une espèce de survie au prix d'une vie extrêmement lente, extrêmement ténue, extrêmement autoprotégée. Vous voyez, il y a un des personnages qu'il aime bien, qui est son ami, qui vit dans une petite échoppe, mais tout à fait minuscule, quoi, où il a juste la place de tenir lui-même, avec un oiseau dans sa cage. Alors, encore une fois, une image d'enfermement. Vous voyez toujours, les images s'enchaînent les unes aux autres. Et donc, évidemment, là aussi, il fume beaucoup, et d'ailleurs, il en mourra d'extinction, si je puis dire. C'est-à-dire que ça ressemble un petit peu à l'histoire de Rachid dans le Fondouk de Constantine, dont je vous parlais tout à l'heure, à propos de Nejmat Kateb Yassine. Donc, je crois que si on veut comprendre le lien, enfin, comment les Algériens ont réagi à cette conquête, à cette installation de fait, et contre laquelle, évidemment, ils ne pouvaient absolument rien, au moment où se passaient dans le sud encore des événements extrêmement violents, comme la prise de la Guadeloupe, qui a été une horreur absolue, mais dans le nord, c'était déjà trop tard, il n'y avait plus rien à faire, toute l'administration française, tout le pouvoir français était absolument en place. Et donc, Fromentin raconte d'une manière absolument discrète, mais totalement pathétique, comment la seule chance de survie, c'est cet enfermement volontaire. Donc voilà pourquoi ce livre me paraissait avoir sa place dans le rappel par lequel je commence ce livre sur l'enfermement. Alors, comme il est indiqué sur la couverture, mais comme vous n'avez pas sous les yeux, je répète simplement Algérie, enfermement, littérature, cinéma, peinture. Cette fois, j'ai voulu m'y prendre tout à fait autrement, c'est-à-dire montrer comment, à travers les différentes sortes de créations, un même état psychique peut s'exprimer par des moyens techniques complètement différents et sous des formes toujours aussi convaincantes, mais toujours différentes. Alors, j'ai commencé par les films parce que pour les gens de ma génération, fort lointaine, et qui ont connu donc les années 80 en Algérie, il y a un film qui était absolument saisissant, un film de Mohamed Chouir, qui avec sa femme, Amina Chouir, sa fille maintenant, etc., est un des grands cinéastes en exil, hein, parce qu'ils vivent en France tous les trois, la famille Chouir. Eh bien, donc, dans un de ses premiers films, Mohamed Chouir a décrit une situation d'enfermement
épouvantable, et c'est dans un film qui s'appelle La Citadelle, parce qu'évidemment, le cinéma permet de montrer les lieux. Et cette citadelle, effectivement, c'est un village bloqué sur un piton, alors entouré de tous côtés par, ou presque, il y a juste une voie d'accès en descendant dans le fond d'un ravin, etc., et en montant. Sinon, voilà, les gens qui vivent dans ce village, ils vivent comme s'ils y étaient enfermés pour toujours, et d'ailleurs je crois que c'est le cas de la plupart d'entre eux. Et là encore, enfermement dans l'enfermement, il y a l'enfermement des 4 femmes auxquelles a droit un certain Sidi, qui est un riche, cruel et assez cynique individu, qui trouve absolument naturel, évidemment, cette situation d'endogamie, mais les femmes, elles, ne le trouvent pas toute naturelle. Et en particulier, il y en a une qui s'appelle elle aussi Nejma, qui est une belle actrice, hein, Fatima Belhadj, magnifique, et qui ne supporte plus. Alors, quand on emploie l'expression en français se taper la tête contre les murs, là, on voit ce que c'est. Cette femme, elle se tape la tête contre les murs. Elles sont enfermées, comme je vous disais, c'est un piton rocheux, donc en fait, les habitations sont creusées dans le rocher, et quand Sidi annonce qu'il va amener une femme, parce que je crois que là, à ce moment-là, il y en a, si je puis dire, que 3, et il va en amener une 4e avec, bien sûr, son énorme métier à tisser, si bien ça va créer un encombrement épouvantable. La jeune femme en question, qui déjà est à bout de force nerveuse, enfin, entre dans une espèce de délire terrible à voir, absolument terrible à voir, et rien n'est possible. Alors, l'enfermement joue sur les femmes, j'en reparlerai un tout petit peu à la fin, parce que pour finir, on viendra bien sur cet enfermement des femmes. Mais dans la citadelle, telle que décrite par Schweer, il n'y a pas que les femmes qui sont victimes, il y a un pauvre garçon, pas vraiment demeuré, disons simplet, gentil, naïf, etc., qui lui voudrait à toute force se marier, et qui est victime de la part de Sidi, qui est son père adoptif, d'une horrible plaisanterie. Parce que Sidi lui fait croire qu'en effet, on va le marier, et le soir du mariage, on met une femme qui est supposée l'attendre dans la chambre, et cette femme, bon, c'est aussi une histoire bien connue, cette femme en réalité c'est un mannequin, parce que Sidi, mannequin au sens, on en voit dans les magasins de mode, parce que Sidi lui-même a un magasin de cette sorte, et donc, il se moque d'une manière atroce de ce garçon, de ce pauvre garçon qui est effondré littéralement. Et la dernière scène qui est évidemment bouleversante, c'est le garçon tenant le mannequin habillé en robe de mariée dans ses bras et allant se jeter du haut de la falaise, puisque comme je vous ai dit, le précipice est juste en dessous. Alors ce film avait quand même beaucoup, beaucoup secoué les gens à ce moment-là. Mais là aussi, il ne faut pas. Il y a des vérités réelles et filmées en décor naturel. Mais évidemment que c'est aussi sur une espèce d'interprétation de ce que veut dire l'enfermement, enfermer les autres et être soi-même enfermé. Donc c'est un film qu'on n'a pas vu beaucoup parce que je crois qu'il est quand même trop violent, très choquant, pas trop violent. En tout cas pour moi, par exemple, sûrement pas, mais pour être vraiment diffusé régulièrement, par exemple à la télévision algérienne, je ne sais pas ce qu'il y en est, mais je ne crois pas que c'était vraiment possible. Et alors l'autre cas, celui-là, il est tellement connu, l'autre cas d'un deuxième film décrivant un enfant, cette fois sur le mode comique, pour vous montrer que là encore, il n'y a pas une façon de le dire, mais 2. L'autre film dont je dis un mot maintenant, c'est évidemment Omar Gatlato, qui est le film, il possède La Citadelle, il n'est pas violent et il est essentiellement comique, mais pas tant que ça quand même, parce qu'on voit c'est un film de 77, film de Merzak Alouaj, donc grand cinéaste bien sûr. Et ce film a été extrêmement célèbre parce que je crois qu'au fond, les Algériens sont aussi très contents quand on arrive à dire sur le mode comique et sur le mode de l'autodérision ce qu'ils portent en eux-mêmes comme évidemment quelque chose d'extraordinairement pesant. Et dans le cas d'Omar Gatlato, c'est là aussi la pesanteur d'un garçon qui veut au célibat, parce que comment amener une femme dans le 2 pièces où il vit, ou 1 pièce et demie, et où ils sont déjà à 10 ou je ne sais combien, avec les enfants, des sœurs, des belles-sœurs, enfin, vous voyez. Et
à un moment donné, le malheureux Omar croit qu'il a trouvé une piste pour faire connaissance avec une charmante jeune femme qui ne demande que ça et tout irait très bien, sauf que Omar est tellement bloqué par cette manière de vivre que au moment de passer à l'acte et de s'approcher de cette aimable et délicieuse Selma, il ne peut pas, il est bloqué et il est complètement enfermé, d'où le thème de l'enfermement. Alors voilà pour les films. Je passe très vite aux autres formes d'art et là je vais évidemment être encore plus rapide. Les autres formes d'art, bon, il y a la peinture. Je ne sais pas si je vais commencer par la peinture, peut-être, oui, enfin je vais parler de deux peintres, principalement. De même, j'avais choisi deux exemples à chaque fois pour montrer la différence. Alors, les deux peintres dont je parle principalement dans ce livre, mais pas seulement, s'appellent l'un Sauveur Galiero, comme vous le voyez à son nom, il est d'origine pied noir espagnol, etc., mais vivant dans la Casbah d'une manière absolument à l'algérienne, si on peut dire. Et le deuxième peintre, c'est Mohamed Khadda, dont j'ai parlé à propos de son très beau tableau « Les Casbahs ne s'assiègent pas ». Et pour l'un comme pour l'autre, je montre, dans la mesure du possible, je veux dire dans la mesure du possible pour vous faire comprendre, mais je montre comment on peut analyser des tableaux de manière à y montrer la récurrence de cet enfermement et même sa nécessité et même le choix qui en est fait par le peintre. Alors, pour ce qui est de Sauveur Galiero, c'est le moment où il peint ces tableaux les plus intéressants qui se passent tous à partir de la basse Casbah, mais carrément sur le môle, au bord de la mer, là où il y avait ces fameux bains Padovani dont parle Camus dans certains de ses livres, et puis des rochers, et on est tout à fait au bord de l'eau, mais c'est des criques minuscules. Il n'y a absolument pas question d'avoir vu sur le grand large ou sur la mer. Non, 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 tout ça c'est très loin. On est dans des mini petites criques, et là, quelque part, se produit quelque chose qui est, on pourrait dire, l'invention d'une civilisation, qui est la civilisation du confinement extrême, au moment où une forme de culture va disparaître. Galiero, ses amis, tout le monde savait très bien que la fin de la guerre d'Algérie, c'était imminent et qu'après ça, bon, c'était fini de ce qu'ils avaient vécu. Et puis, il n'y a aucune lamentation, aucun regret. Mais on dirait, et c'est pour ça que ça peut rappeler ce que racontait à l'origine de la colonisation, c'est-à-dire à l'autre bout de la colonisation, ce que racontait Fromentin dans Une année dans le Sahel, dont je vous ai parlé. Et là, on est à l'autre bout, c'est-à-dire à l'extrême fin de la période coloniale. Et il y a aussi une espèce de survie de petits groupes qui n'ont évidemment rien à voir avec ce qu'on a appelé les gros colons. Ce sont des pêcheurs. Hein. Quelqu'un comme Sauveur Galiero vivait exactement comme les pêcheurs qui venaient tous les jours s'asseoir sur les rochers, prendre ou ne pas prendre des poissons, ça c'est une autre histoire. Donc, la peinture de Galiero, elle exprime ce repli ultime, cette position comme ça qui essaie de préserver quelque chose en se tenant absolument à l'écart de tout ce qui se passe ailleurs dans la grande histoire, comme on dit. Alors maintenant, lui, Mohamed Khadda, le second peintre dont je voulais vous parler, la grande histoire, il la connaît, il sait ce que c'est, il a suivi évidemment tous les épisodes de la guerre d'Algérie, il était en France, il est revenu à l'indépendance, il a beaucoup peint, et quand il revient en Algérie, ce qu'il veut dire, c'est ça, c'est comment la volonté d'un peuple a pu faire ce qu'elle a fait, c'est-à-dire imposer cette indépendance qui n'était évidemment nullement garantie. Et on comprend, enfin, je pense que vous avez vu d'autres tableaux de Khadda et pas seulement celui dont je parlais, là, les Casbahs ne s'assiègent pas. Je crois que cette peinture de Khadda, quelque part, si ravissante qu'elle soit à certains égards, notamment par le jeu des couleurs, elle fonctionne tout de même comme un point fermé. Elle est l'affirmation d'une volonté que rien ne fera bouger, qui est là, qui s'exprime, qui s'installe et qui dit qu'elle est là, qui dit son existence. Alors, il y a
mais là, ça demande une analyse bien plus longue que ce que je peux faire, une manière d'interpréter la peinture de Radha comme un enfermement volontaire dans une volonté dont on ne se départira pas, qui est, dans ce cas-là, la volonté d'aller jusqu'au bout de l'indépendance, quoi qu'il en soit. Et ça, c'est les tableaux qu'il a peints, surtout avant, parce qu'après, ça a un petit peu changé, mais je dirais jusqu'à l'indépendance, où on comprend très bien que cette espèce de blocage sur soi-même, c'est l'affirmation d'une volonté, et d'une volonté qui ne changera pas, dont on ne sortira jamais, quoi qu'il en soit. Voilà. Donc ça, c'était pour la peinture. Au milieu des deux évocations que j'ai faites de confinement, celui à peu près à mi-chemin, c'est-à-dire en fait, dans les années 30 du XXe siècle, il y a un peintre, je le signale juste parce que ce serait très intéressant de l'étudier aussi, parce que c'est un grand peintre, mais la plupart du temps, les gens ne savent pas très bien quoi en faire. C'est un peintre français qui est venu régulièrement en Algérie et qui était... On ne sait absolument pas quelles étaient ses opinions. Vraisemblablement, il en avait. On était en plein au moment, vous savez, 1930, c'est le centenaire, les cérémonies extraordinaires pour fêter la conquête de l'Algérie, etc. Lui, motus et bouche cousue. Mais il ne dit pas non plus qu'il est opposé à la colonisation, il ne dit pas qu'il est pour l'indépendance, il n'en est pas question. De toute façon, un peintre n'a pas à dire ces choses-là. Non, lui, tout simplement, il s'installe dans cette espèce de lieu adorable et confiné qui est un petit jardin un peu sur les hauteurs d'Alger, d'où on voit non pas du tout de grandes échappées sur la mer, parce que ça c'est très rare, justement c'est un trait constant dans les peintures d'Alger, il n'y a jamais ces espèces d'ouvertures sur le large jusqu'à l'infini, on voit un bout de côte, un bout de mer, un bout de végétation, vous voyez, c'est toujours cette même impression de confinement, mais à chaque fois, pour des raisons diverses, dont je vous ai exposé quelques-unes, mais quelques-unes seulement, bien entendu.